On va donc commencer cette café de séance sociale. Juste pour 1 à 2 minutes, une présentation du principe de ce café. Donc, et puis ensuite Solène présentera pour 1 à 2 minutes également les combats actuels de l'APSES. Alors voilà, donc d'abord merci, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'APSES, l'association des professeurs de sciences économiques et sociales, et de ces 3 régionales, Paris, Créteil et Versailles, pour l'organisation de ce débat. Et donc merci à nos 2 intervenants, donc Benoît Boritz et Thomas Piketty, et puis à notre journaliste Guillaume Duval qui va animer le débat et qui présentera nos 2 intervenants. Donc les cafés de séance sociale, eh bien ce sont des cafés qu'on a créés il y a 20 ans. C'est 2 professeurs de sciences économiques et sociales qui l'ont créé, Edwige Corsia et Gérard Gross. Et avec l'idée suivante, eh bien c'était donc d'éclipser l'actualité à partir des sciences sociales, mettre les SES au cœur et au service de la cité et de la démocratie, également au service donc de la démocratie des savoirs. Et comme j'explique souvent aux élèves qu'on a devant nous quand on leur parle des SES, eh bien les SES, quel est son objectif? Eh bien c'est d'expliquer des questions contemporaines, les questions d'actualité, en s'appuyant sur 3 disciplines que sont la science économique, la sociologie et la science politique. Et donc c'est dans cette idée ce soir qu'on organise ce café, donc qui tombe à point nommé, qui va nous permettre de prolonger un peu les moments d'aujourd'hui de mobilisation. Et enfin, je terminerai par remercier l'équipe organisatrice de ce café, qui est à l'œuvre depuis 2 mois maintenant. Donc que ce soit Aline Berardi, donc une militante voilà, à toute épreuve, Julien Borelli, le trésorier de l'APSES Créteil, Raphaël Marx, la présidente de l'APSES Paris, et puis également Dominique Boulier et Monique Avelard, également donc 2 militantes actives de l'APSES qui ont participé également donc, à la préparation de ce débat. Et donc maintenant je cède la parole à Solène, la coprésidente nationale de l'APSES, qui va nous présenter les combats actuels que l'on mène dans ce contexte de réformes diverses et variées. Et à varier. Alors, quelques rappels quand même sur ce qu'est l'APSES. C'est une association qui défend et qui promeut les sciences économiques et sociales et qui défend une certaine conception de ces sciences économiques et sociales, une conception des SES qui soit vraiment des disciplines qui permettent la formation des citoyens, des disciplines qui permettent de donner les outils aux élèves qui rendent possible la compréhension et puis le questionnement autour de la réalité économique, sociale et politique. Et puis, nous défendons aussi des sciences économiques et sociales pluralistes, qui soient le reflet des différents courants théoriques qu'on retrouve dans le champ des sciences économiques et sociales. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette conception des sciences économiques et sociales, elle est quand même plutôt mise à mal. C'est pas évident de défendre cette conception-là, à la fois parce que les SES sont la cible d'attaques qui viennent d'abord des milieux patronaux. On nous accuse notamment de ne pas défendre, de ne pas présenter l'entreprise de façon assez positive, de ne pas faire aimer l'entreprise aux élèves. C'est par exemple une des critiques qu'on nous adresse. Et puis les SES sont aussi mises à mal régulièrement par les réformes du lycée ou de nos programmes qui se font régulièrement. Alors la dernière en date, là, elle vient de s'appliquer à la rentrée. On a eu une réforme du lycée qu'aujourd'hui nous combattons. Nous sommes vraiment associés à l'intersyndicale dans le combat contre cette réforme du lycée, à la fois parce que c'est une réforme qui, sous couvert de donner plus de choix aux élèves, en réalité se traduit par une augmentation des inégalités territoriales entre les élèves, parce que c'est la fin du caractère national du diplôme du baccalauréat. Et puis c'est aussi une réforme qui se traduit par une diminution des moyens qui sont donnés à l'enseignement. Et nous avons observé une forte dégradation des conditions d'enseignement. Là, nous venons de publier une enquête. Alors, ça porte que sur les sciences économiques et sociales, mais bien d'autres disciplines connaissent la même chose. On observe une forte dégradation des conditions d'enseignement dans les lycées, là, avec une augmentation du nombre d'élèves par classe, avec une diminution de l'enseignement dans des groupes à effectifs réduits, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est engagé dans ce combat-là. Et puis par ailleurs, on a un combat aussi important qui est celui de demander une réécriture des programmes de sciences économiques et sociales qui viennent d'être réécrits et qui ne nous satisfont absolument pas. Pour 2 raisons principales. D'abord parce qu'ils consacrent une séparation disciplinaire. C'est-à-dire que dans nos programmes actuellement, l'économie, la sociologie, la science politique sont séparés. Et on aborde les questions ou les grands thèmes économiques et sociaux en séparant ces sciences-là. Alors que nous, on considère
que pour comprendre cette réalité économique et sociale, il faut croiser les sciences et il ne faut pas les aborder de manière séparée. Nous pensons que pour comprendre la société, on a besoin des apports croisés de l'économie, de la sociologie, de la science politique, de l'anthropologie, de l'histoire, etc. Et puis enfin, ces programmes ne sont absolument pas pluralistes. Il y a un manque de représentation de certains courants théoriques dans ces programmes-là et ça pose un vrai problème. Par exemple, en classe de première, on a sur 5 chapitres d'économie, 3 chapitres qui sont consacrés uniquement au marché et à la présentation du modèle néoclassique de ce marché, sans que jamais le modèle ne soit cité. Sans que jamais on le dise aux élèves que c'est ce modèle-là qu'on présente et qu'il existe d'autres modèles éventuellement qui pourraient permettre de comprendre la réalité économique. Voilà, donc petite précision aussi en rapport avec le débat là, le mot capitalisme n'apparaît jamais dans le programme. Alors évitez de nommer les choses, ça permet aussi d'éviter de les questionner, et donc pour nous aujourd'hui, c'est un vrai problème. Alors les professeurs de sciences économiques et sociales résistent à tout ça, ils résistent dans leur classe, en utilisant les marges que leur donne leur liberté pédagogique, et puis ils résistent aussi en dehors de leur classe, en organisant des espaces de débat comme celui-là. Alors je remercie donc tous les adhérents de l'APSES, des académies de Paris, Créteil et Versailles pour l'organisation de cette rencontre. Je remercie Alternative Économique et puis Guillaume Duval qui sont des soutiens évidemment très très importants dans nos combats. Et puis je remercie nos deux intervenants d'avoir accepté l'invitation et je vais laisser la place au débat. Merci. Solène de nous avoir associés, d'avoir associé Alternative Économique à ce débat. C'est vrai que nous travaillons ensemble depuis de très longues années, notamment autour de ces affaires de programmes et d'approche des sciences économiques, malheureusement sans beaucoup de succès jusqu'à maintenant. Donc, l'Institut de l'entreprise, M. Michel Pébrou, est manifestement plus puissant qu'Alternatives économiques sur ces questions. Donc merci aussi d'avoir organisé ce débat sur un sujet qui est tout à fait d'actualité, donc dépasser le capitalisme et changer la propriété. Donc c'est un débat qui est présent en France, mais qui est aussi présent dans le monde anglo-saxon aujourd'hui. Paradoxalement, c'est sans doute peut-être aussi dans ce monde-là que cette question se pose désormais. Mais donc nous allons y revenir dans une forme très classique. Donc chacun de nos deux intervenants va faire une intervention liminaire d'une dizaine de minutes. Il pourra y avoir, s'il y a lieu, un échange entre eux sur une réaction par rapport à ce qui a pu être dit par l'un ou par l'autre. Et puis ensuite, nous passerons à un système de questions et de réponses de votre part. Le tout devant se terminer vers 19h45. A priori, il y a des contraintes derrière qui nous imposent cette horaire. Donc on va commencer par Benoît Boritz, donc vous vous présentez comme chercheur militant et animateur de l'association Autogestion. Donc vous avez beaucoup travaillé déjà sur le secteur des coopératives et la place que ce type d'entreprise pouvait occuper pour changer le système capitaliste, en sortir, etc. C'est évidemment un sujet qui nous tient à cœur aussi, Alternative Économique, puisque nous sommes nous-mêmes une de ces coopératives. Mais cette fois, dans l'ouvrage Au-delà de la propriété pour une économie des communs, vous êtes allé malgré tout au-delà de simplement la question des coopératives pour étudier, critiquer l'ensemble des expériences qu'il y a pu avoir pour dépasser justement la propriété et le capitalisme jusque-là et proposer des pistes pour le faire dans le contexte d'aujourd'hui. Donc je vous passe la parole. Oui, mais bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Tout d'abord, merci à l'APSES et à Alternative Économique d'avoir organisé cette rencontre entre nous, ce débat entre nous sur la question de la propriété et de la transformation. Je crois qu'il y a un point qu'on a en commun, il me semble, quand j'ai lu ton livre, lu peut-être le mien, c'est que l'un comme l'autre, nous considérons qu'au XXe siècle,
Dans le monde occidental, il y a eu une contestation sourde mais permanente de la propriété qui s'est déroulée durant ce siècle. C'est une contestation qui s'est faite sur le terrain, par exemple, de la cotisation sociale. La cotisation sociale, je pense, est quelque chose d'assez révolutionnaire par rapport à la notion de propriété. Elle naît au début du XXe siècle, mais on dit à ce moment-là à l'employeur, attention, vous ne pouvez plus payer une personne comme vous le souhaitez, il faut y additionner de vos flux monétaires pour alimenter des budgets sociaux, des communs sociaux, et on a financé avec ça, évidemment les retraites, c'est un très très gros sujet aujourd'hui, mais aussi la sécurité sociale, l'assurance maladie, les allocations familiales et autres. Donc, une contestation qui se retrouve d'ailleurs dans l'impôt sur les sociétés derrière, j'ai un petit peu tendance à présenter comme étant une solution de rattrapage, quoi. Lorsque l'entreprise fait des profits, une partie repart à nouveau dans le collectif. Donc, une contestation au niveau de la maîtrise du flux de trésorerie par les propriétaires, je crois que ça c'est fondamental, mais aussi une contestation encore plus forte sur la question du droit du propriétaire de gérer l'entreprise comme il l'entend. C'est le droit social, bien sûr, ça c'est clair, et puis aussi des exemples que tu donnes, des exemples de cogestion. Congestion dans les pays nordiques, beaucoup de choses à dire sur la cogestion. J'ai un point de vue extrêmement ambivalent sur cette question, je suis très très interrogatif de ça. Une chose à dire, elle n'a jamais permis que les salariés soient majoritaires dans l'entreprise, je crois que ça c'est important déjà à signaler. Et l'autre chose qui par contre est important à dire, c'est que c'est quand même une contestation de la propriété, puisque des salariés peuvent, dans ce cadre-là, siéger au conseil d'administration, au conseil de surveillance, non pas en tant qu'actionnaire, salarié actionnaire, mais en tant que statut de salarié, ni plus ni moins, qui va être un petit peu la suite du propos. Donc je crois qu'il y a cette... Et puis, de cette contestation, je crois, de la propriété, malheureusement, à partir des années 80, on sent que le mouvement, il s'arrête. Le mouvement, il s'arrête, on a un reflux, et je crois qu'il convient de s'interroger sur le pourquoi de ce reflux. Alors, je sais que tu le mets beaucoup sur le terrain de l'idéologie, hein, l'idéologie égalitariste contre l'idéologie propriétariste. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit une question d'idéologie purement. Je pense qu'il y a des phénomènes beaucoup plus économiques, intrinsèques, qui l'expliquent. 80, quelques années avant, on est dans la deuxième décennie, la deuxième partie des années 70. C'est une période dans laquelle le capitalisme mondial est dans une crise majeure de son profit. Et je pense qu'il y a deux solutions qui pouvaient se sortir. Ou on sortait par le haut, et ça signifiait sortir du capitalisme, c'est-à-dire qu'on réduisait au final les profits et il fallait se débrouiller nous-mêmes, ou eh bien, le capital reprenait le dessus et puis restaurait sa part dans les profits. Je pense que cette transition par le haut n'a pas pu se réaliser dans les années 70 pour une raison très simple. C'est une raison politique. Il n'y avait pas de programme alternatif. Et je crois que c'est un petit peu pour ça qu'on travaille aujourd'hui. Il y avait le soviétisme quelque part qui existait, mais ce n'était pas forcément une alternative qui était très séduisante. En tout cas, elle ne faisait pas l'unanimité de la classe salariée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il n'y en avait pas. Et du coup, je dirais que c'est le capital qui a repris le dessus avec le néolibéralisme, comme vous le savez. Et je crois qu'on peut caractériser le néolibéralisme de différentes façons, mais il y a une chose qui me paraît essentielle, c'est la part des salaires dans la valeur ajoutée qui a dû être réduite. Elle a été réduite d'une façon fondamentale. Schématiquement, si on prend sur le PIB, je ne prends pas par rapport aux années, fin des années 70, début des années 80, mais je préfère à la période des années 60, il y a un réel décrochage de 4-5% par rapport aux années 60. Donc il y a un nouveau rapport entre capital et travail qui s'instaure avec le néolibéralisme, sans parler bien entendu de toutes les remises en cause des avancées fiscales égalitaristes qui ont pu avoir à cette période. Alors, je vais aller directement sur le sujet. C'est la question, on est tous en train de se poser. Est-ce qu'on peut remettre ce qui a existé précédemment pour éventuellement le compléter? Personnellement, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'il y a une question au cœur de ça qui est une question de croissance. Pourquoi? Je vais m'en expliquer. Je crois qu'il y a un débat qu'on doit avoir en ce moment à gauche sur qu'est-ce qui fait la valeur d'une entreprise. Ce
qui fait la valeur d'une entreprise, très souvent, et les économistes keynésiens, post-keynésiens d'ailleurs, court-circuitaient cette question parce qu'on n'avait pas de solution à l'époque. Il ne s'agit pas de les incriminer. La valeur de l'entreprise, c'était le patrimoine net de l'entreprise, c'est-à-dire sa valeur comptable. Ses actifs, moins ses dettes. Or, on sait que la valeur de l'entreprise, ce n'est pas ça. Rarement, une transaction sur une entreprise se fait à la valeur comptable. Non, la valeur d'une entreprise, c'est tout à fait autre chose. C'est une valeur spéculative. C'est la valeur que l'on donne à l'anticipation des revenus de l'entreprise, que l'entreprise va procurer à ses actionnaires. Et c'est, je dirais, la même chose pour n'importe quel titre financier, obligation, dans l'immobilier, c'est la même logique qui se... Donc, la valeur de l'entreprise, c'est avant toute chose la valeur actualisée des dividendes futurs. En deux mots, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on fait un scénario de croissance des dividendes, que ces scénarios de croissance, on va actualiser chacun des dividendes, leur donner une valeur actuelle, donc on va les dévaloriser dans le temps, avec le taux d'intérêt, l'incertitude, les dividendes sont incertains, donc la prime de risque, d'accord, dévalorise ces dividendes, on additionne le tout, et normalement, c'est la valeur que doit nous donner l'entreprise. Problème là-dedans. L'élément clé, c'est le scénario de dividende. Scénario de dividende, où il est en croissance, il valorise largement l'entreprise, ou il ne l'est pas. Quand vous êtes dans une économie en très forte croissance, un rapport de classe inchangé, vous avez une croissance des dividendes, c'est une évidence, donc une bonne valorisation. Lorsqu'on est dans les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, et je pense que ça a commencé, la croissance a régulièrement décliné de l'immédiat après-guerre à maintenant, si vous voulez une croissance du scénario de dividendes, forcément c'est une remise en cause du rapport entre les classes qui se trouvent posées. Donc il s'agit de gagner sur la part des salaires et on a tout simplement la description qu'on a aujourd'hui de la situation dans laquelle on est. Regardez par exemple Laurent Berger tout à l'heure qui disait « Ah, je veux une augmentation des cotisations sociales ». Je pense bien que ça a été rejeté puisque c'est bien une augmentation de la part des salaires dans la valeur ajoutée qui est en question là-dessus, ni plus ni moins, et ça le patronat n'en veut pas. Alors, je pense qu'on a des programmes à gauche progressistes, qui répondent à des besoins sociaux urgents, qui répondent à des besoins écologiques absolument urgents. Je pense qu'on est à peu près d'accord sur ces programmes, globalement, c'est pas tellement un souci. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces programmes sont compatibles avec cette valorisation des entreprises? Et personnellement, je ne le pense pas. Donc, c'est dans cet esprit-là que je me lance un petit peu dans cette optique de dire, mais finalement, cette valeur financière des entreprises est intéressante. Parce que si on se replace sur le combat autour de la valeur ajoutée, si la part des salaires tend à monter jusqu'à éliminer les profits, ce sont les perspectives de dividendes qui sont anéanties. Et donc la valeur même de l'entreprise. D'où le désintérêt pour les propriétaires de conserver une entreprise. Donc je crois que la porte est alors ouverte à la notion de la gestion de l'entreprise par les salariés directement. C'est à ça que je suis attelé dans mon livre Au-delà de la propriété pour une économie des communs. C'est dans cet esprit que je me suis placé. C'est-à-dire de dire, à partir du moment où la part des salaires monte, la valeur de l'entreprise diminue, est anéantie, il n'y a plus de notion de propriété et les personnes les plus fondées à gérer l'entreprise, ce sont naturellement ceux qui utilisent les moyens de production, donc les travailleurs et les salariés. Alors on va dire c'est quelque chose d'utopique, ça n'est pas possible. Non, je crois que la classe salariée, ouvrière, appelons-la comme on veut, a largement évolué entre le 19e siècle, qui était assez illettré, et aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes tous parfaitement éduqués. Aujourd'hui, nous sommes capables de gérer nos entreprises. C'est ça le truc. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une SCOP qui est parmi nous. Je crois que l'alternative économique, c'est un exemple, mais le mouvement des SCOP est un mouvement qui est extrêmement brillant, qui fonctionne bien. Vous avez des coopératives ailleurs qu'en France qui ont plusieurs dizaines de milliers de travailleurs et qui fonctionnent. Donc je ne pense pas qu'on soit dans le domaine de l'utopie. Autre aspect que j'ai abordé dans mon livre, c'est la notion de la place des usagers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les salariés dirigent, quand on est en environnement raisonnablement concurrentiel, ça peut aller. Lorsqu'on est en oligopole, monopole, il y a bien une question de l'intervention des usagers, des travailleurs, qui doit se combiner avec celle des salariés, des travailleuses et travailleurs de l'entreprise. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel je me suis attelé dans mon livre. Et l'autre point qui me paraît fondamental, c'est qu'à partir du moment où on dépasse la propriété, où on dépasse la notion de présence de propriétaires, d'actionnaires dans l'entreprise, un actionnaire, il sert à quoi? Il sert d'abord à financer l'entreprise. C'est la notion même de pacte du capital. Il apporte de l'argent, il obtient des parts de capital, et c'est ce qui lui donne le droit de diriger l'entreprise.
à partir du moment où, et en contrepartie, je dirais, il devient parasite. Il dirige, il essaye de tirer des dividendes, il apporte strictement rien à l'entreprise. Donc, on ne pourra pas, c'est ce que je pense, faire appel à des actionnaires si on a une politique, je dirais, sociale, écologique, progressiste. Ça n'est pas possible. Donc, une question essentielle, c'est l'outil de financement. Et dans ce livre, j'ai développé un système financier socialisé. Alors, je tiens bien au terme socialisé, il ne s'agit pas d'un système étatisé, c'est-à-dire un système financier socialisé, composé d'un fonds. Alors, on pourra y revenir dans le débat probablement, parce que je crois que je suis un petit peu long, il semblerait, Guillaume. Donc, on va y revenir. Un fonds socialisé et pas étatisé, j'y tiens, qui fonctionne comme un commun, dans lequel les citoyennes et citoyens sont capables de définir leurs priorités. Est-ce qu'on veut investir dans la transition écologique, dans le déplacement doux, etc. Et aussi capable de remplacer les actionnaires dans le développement, dans le financement de choses très très sensibles, comme par exemple la recherche et le développement, qui ne peut guère se financer aujourd'hui que par des fonds propres et des mises en capital. Donc voilà, je me suis inscrit dans le cadre, je dirais, d'une solution progressiste, dans un dépassement assez immédiat de la propriété, de façon à envisager une autre économie, une économie basée sur une imbrication de différents communs entre eux. Merci. Donc la contestation de la propriété, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps que ça a démarré avec les budgets sociaux, les cotisations sociales, la protection sociale, avec la cogestion. Mais c'est vrai que depuis les années 80, il y a eu un reflux marqué. Le capitalisme avait réussi à reprendre le dessus et à restaurer ses profits. Donc aujourd'hui, on peut malgré tout repartir de l'avant sur cette question, mais ça oblige effectivement à repenser assez radicalement la place des actionnaires, en particulier à les éliminer, et donc à repenser le financement des entreprises et l'articulation entre toutes ces entreprises dans les marchés avec le. Alors, Thomas Piketty, donc vous aviez déjà, vous êtes déjà penché depuis très longtemps sur la question du capitalisme, de son évolution, etc. Cette fois-ci, vous êtes allé au-delà, malgré tout, de la manipulation des chiffres, dans lequel vous étiez vraiment un grand spécialiste, pour vous intéresser aussi aux questions d'idéologie qu'il y a derrière, mais aussi pour faire des propositions pour essayer de dépasser justement les problèmes qu'on rencontre à cause de ces idéologies aujourd'hui. Donc comment voyez-vous cette question de la propriété et du capitalisme? Bon, merci Guillaume, merci Boris, merci les organisateurs, l'APSES, pour tout ce que vous faites, et je suis vraiment très très heureux d'avoir ce débat. Ça m'a permis de lire le livre de Boris, que je aurais dû lire plus tôt, mais voilà, mieux vaut tard que jamais, et j'ai appris énormément de choses. C'est vraiment un livre passionnant, et je suis vraiment très très heureux qu'on puisse avoir cette discussion aujourd'hui. Donc mon livre, Capital et idéologie, bon, je vais me concentrer sur la partie propositionnelle qui arrive à la fin du livre, mais c'est vrai que c'est d'abord et avant tout un livre d'histoire, sur l'histoire des régimes inégalitaires, des systèmes de justification de l'inégalité, et une histoire aussi des différents régimes de propriété, des systèmes de propriété, pour finalement aboutir à une réflexion sur le dépassement de la propriété privée, de la propriété capitaliste. Donc je vais me concentrer là-dessus dans mon propos, mais voilà, je veux dire que ces conclusions que je tire à la fin du livre ne sont que un ensemble de trajectoires, de conclusions possibles qui me semblent les plus logiques, découlant de l'histoire que je décris dans l'ouvrage, mais bon, qui n'est certainement pas la seule conclusion possible. Moi, j'évolue, j'apprends au fil des débats, de mes lectures, et les livres suivants, sans doute raconteront des choses un peu différentes, enfin pas grossièrement contradictoires, j'espère, mais bon, voilà, les choses évoluent, et c'est tant mieux. On a vraiment un point commun très important avec Benoît Boris, qui est l'idée que la réflexion sur les formes d'organisation économique, les formes de propriété, de dépassement de la propriété,
ne fait que commencer, enfin en tout cas est très loin d'être terminé. C'est pas parce qu'il y a eu des désastres au XXe siècle dans des formes de propriété étatique hyper centralisée, de régimes extrêmement autoritaires qui se voulaient émancipateurs et puis qui ont sombré, comme on sait, que la réflexion doit s'arrêter. Au contraire, il est temps, 30 ans après la chute du mur et la chute du modèle soviétique, il est plus que temps de reprendre la réflexion sur les formes de propriété, d'organisation, et ces formes sont nécessairement extrêmement diverses suivant les secteurs, dans les médias, dans la culture, les réponses ne sont pas les mêmes que dans l'automobile ou l'éducation ou la santé. Il y a plein de formes qui sont à inventer, qui impliquent des collectifs, qui impliquent des municipalités, des collectivités, et tout ça, c'est vraiment au cœur de ton livre, et je pense que voilà, il faut ouvrir la réflexion. Alors, après, moi, sur les pistes que je défends pour dépasser le système de propriété privée capitaliste, il y a des points communs, et puis il y a des différences aussi avec toi, et je pense que c'est important qu'on en discute pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Moi, je propose dans le livre, en gros, de dépasser la propriété privée capitaliste par la propriété sociale, la propriété temporaire. Et ce que je veux dire par là, c'est, sur la propriété sociale, c'est toute la question du partage du pouvoir dans les entreprises entre les salariés, les actionnaires, les petits actionnaires, les gros actionnaires. Donc c'est à travers le système de droit social, de droit des entreprises. Et puis sur la propriété temporaire, j'insiste sur une autre dimension complémentaire de la première, qui a plus à voir avec la circulation de la propriété par l'impôt progressif sur la propriété, sur les successions, et la possibilité d'un héritage pour tous permettant à tout le monde d'accéder à une petite propriété privée. Et donc j'insiste tout de suite là-dessus, peut-être une différence entre nous, c'est que moi je crois dans le rôle d'une petite propriété privée, limitée dans son accumulation, limitée dans les droits qu'elle procure face aux droits des autres parties prenantes, et en particulier les droits des salariés, mais néanmoins qui continue de jouer un rôle, et je pense qu'une propriété repensée dans ces conditions est un élément qui peut être un élément d'émancipation et non pas d'aliénation. Et donc ça, j'insiste là-dessus, je pense que c'est une différence, mais je crois qu'il faut l'assumer pour qu'on puisse en discuter. Donc très concrètement, moi les deux volets de propositions que je fais à la fin du livre, donc sur la propriété sociale, en gros je dis, bon, il y a des systèmes de cogestion qui ont été expérimentés notamment en Europe nordique, en Europe germanique. Il faut les prolonger, les radicaliser, les étendre. Donc il faut partir d'abord de ce qui a existé, je pense que c'est important, et de ce qui a quand même apporté des éléments positifs, même si c'est très insuffisant. Donc je rappelle, depuis les années 50, en Allemagne, sur les grandes entreprises, la moitié des sièges dans les conseils d'administration sont des sièges qui vont aux représentants des salariés. Alors c'est là, en Suède, ça va plutôt entre 30 et 35%, mais ça s'applique sur des entreprises plus petites. Et donc finalement, ça peut donner dans certains cas plutôt plus de droits, de pouvoir d'intervention aux salariés que dans le cas allemand, où c'est la moitié, mais c'est uniquement dans les grandes entreprises, et puis c'est la moitié moins 1. Donc en pratique, parfois ça se traduit un peu par un jeu de rôle où les salariés sont là, mais à la fin des fins, c'est quand même les actionnaires qui décident. Alors sauf que, et j'insiste quand même déjà sur ce point, quand ça a été établi quand même dans les années 50, il y avait quand même quelque chose de révolutionnaire là-dedans, puisque si vous avez la moitié des droits de vote pour les représentants des salariés, ça veut dire que si les salariés, en plus de ça, ont une participation au capital, mettons de 10% de participation au capital, et ben ça peut potentiellement faire basculer la majorité, ce qui quand même, du point de vue des actionnaires, qui auraient dans cet exemple 90% des actions, est quand même très révolutionnaire. Et inutile de dire que les actionnaires allemands ou suédois ne voulaient pas entendre parler de ces choses-là, et ça a été imposé dans des luttes sociales, syndicales, y compris des luttes constitutionnelles. C'est-à-dire la constitution allemande de 1949 définit la propriété des entreprises comme une propriété sociale, mettant en jeu différentes parties prenantes et pas simplement des actionnaires. Et aujourd'hui, en France, des gens disent « Ah oui, mais si vous vouliez faire ça en France, c'est contradictoire avec la Constitution de la France. » Eh bien, oui, peut-être, effectivement, dans l'histoire, souvent, les constitutions ont dû être révisées pour permettre ce type d'avancée. C'est notamment le cas de la Constitution allemande de 1949.
pour finir, en Allemagne et en Suède, il y a plutôt un certain consensus aujourd'hui pour dire que ça a permis d'impliquer les salariés au service des stratégies de développement à long terme de leur entreprise. L'attitude des actionnaires français ou des actionnaires anglo-saxons consistant à dire nous on ne veut pas en entendre parler, les salariés sont là pour manifester dans la rue et certainement pas pour qu'on leur ouvre nos livres de compte et nos documents comptables autour de la table des conseils d'administration, est une position extrêmement conservatrice qui aujourd'hui, je pense, commence à être progressivement battue en brèche en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis. On voit pour la première fois des propositions concrètes débattues au Sénat états-unien, débattues à la Chambre d'économie britannique, qui n'avaient jamais été débattues dans le passé, soit parce que c'était complètement hors de la discussion aux États-Unis, soit parce qu'au Royaume-Uni, le Parti travailliste, jusqu'aux années 80, était plutôt sur un agenda de nationalisation, comme d'ailleurs les socialistes français. Et puis, après la chute de l'Union soviétique, on a complètement abandonné non seulement les nationalisations, mais à vrai dire tout agenda de réflexion sur le dépassement de la propriété privée capitaliste. Et on s'est mis à faire des traités de libre circulation des capitaux, etc., concourant à un pouvoir actionnarial décuplé par rapport au régime précédent. Donc on a abandonné toute perspective. Là, aujourd'hui, on voit quand même le début d'un renouvellement là-dessus. Donc, ce que je propose, pour revenir aux propositions, c'est de partir sur ces 50% des droits de vote pour les salariés dans les conseils d'administration dans toutes les entreprises, grandes ou petites. Donc ça, c'est déjà ça va plus loin que ce qui existe en Suède ou en Allemagne. Et par ailleurs, sur les 50% des droits de vote allant aux actionnaires, de plafonner ces droits de vote dès lors que l'entreprise augmente de taille. Donc je donne des exemples dans le livre. Je dis, bon, par exemple, pour les entreprises, sur une toute petite entreprise qui a quelques salariés, un actionnaire individuel ne peut pas dépasser 90% des droits de vote, des 90% des droits de vote au sein des 50% des droits de vote pour les actionnaires. Donc en fait, très rapidement, dès qu'on arrive à 4, 5, 10 salariés, même quelqu'un qui a apporté tout le capital, en fait, n'a plus la majorité à lui tout seul. Et je propose de plafonner progressivement les droits de vote des actionnaires individuels. J'évoque la possibilité que, par exemple, au-delà de 100 salariés, aucun actionnaire individuel ne puisse avoir plus de 10% des droits de vote. Après, les formules exactes, comme tu le dis toi aussi dans ton livre, on n'est pas là quand on écrit un livre de réflexion historique sur ces questions pour fixer des paramètres intangibles. Tout ça doit être expérimenté réellement. Mais disons, l'idée générale, c'est de se donner des règles légales permettant d'avoir une forme de petite propriété privée, parce que je pense que sur quelqu'un qui crée un café-restaurant, une épicerie qui met 20 000 euros ou 50 000 euros d'économie pour créer ça, s'il embauche 2 salariés la semaine dernière et qu'il puisse se retrouver immédiatement en minorité, me semble pas souhaitable dans la mesure où peut-être que les 2 salariés qu'il a embauchés la semaine dernière vont repartir dans un mois eux-mêmes pour créer leur propre projet qui sera autre, qui exprimera leur sensibilité propre, leur subjectivité propre et qui pourront développer après avoir économisé 30 000 euros. Et donc de ce point de vue-là, je pense que cette forme de petite propriété privée est utile pour l'émancipation individuelle. Le problème, c'est évidemment quand elle s'accumule sans limite, et là, on a besoin de règles extrêmement strictes, donc qui, dans mes propositions, prennent 2 formes. La première forme, c'est celle que je viens de décrire, avec donc une limitation très forte des droits de vote des actionnaires dès lors que l'entreprise, en particulier des actionnaires individuels, dès lors que l'entreprise dépasse une certaine taille et n'est plus une toute petite structure, de façon à obliger à une délibération permanente au sein de l'entreprise et empêcher que, voilà, c'est pas parce qu'une personne a fait fortune à l'âge de 30 ans qu'elle doit conserver tous les pouvoirs à 50 ans, à 70 ans, à 90 ans, dans des entreprises comportant des milliers ou dizaines de milliers de salariés. Enfin, il y a là une espèce de conception monarchique de l'entreprise et de l'économie qui ne correspond pas du tout, comme tu disais, aux sociétés très éduquées dans lesquelles on vit et qu'il s'agit de dépasser. Le deuxième élément permettant de conforter le premier, j'insiste vraiment sur l'aspect réforme du système légal, du système de droit des entreprises, et d'autre part, réforme du système fiscal, avec une circulation de la propriété. Donc là, l'idée de propriété temporaire, c'est qu'au-delà d'un certain niveau d'accumulation, on doit tout simplement rendre à la collectivité un montant d'autant plus important que l'accumulation a été importante chaque année. Alors c'est ce qui s'est fait historiquement au cours du XXe siècle
au moins chaque génération à travers l'impôt sur les successions, qui a quand même atteint aux États-Unis, au Royaume-Uni, des taux qui ont atteint 70-80% pendant une grande partie du XXe siècle. Ça de toute évidence, ça n'a pas fait disparaître le capitalisme états-unien, et c'était une forme de propriété temporaire. Bon, après, l'impôt sur le revenu, quand on a des taux équivalents sur des très hauts revenus, notamment sur des très hauts revenus issus du capital, ont aussi un effet de gommer assez rapidement et d'empêcher que perdurent des niveaux de concentration excessifs. Maintenant, c'est pas suffisant l'impôt successoral et l'impôt sur le revenu, notamment dans une société où l'espérance de vie devient très longue. Enfin, on ne va pas attendre que nos amis les techno-milliardaires atteignent 90 ans ou 95 ans pour rendre une partie à la collectivité de ce qu'ils ont accumulé dans des conditions parfois douteuses, avec des appropriations de connaissances publiques, des situations de monopole, enfin, tous les facteurs qu'on connaît. Et donc l'impôt annuel progressif sur la propriété, avec des taux qui peuvent aussi atteindre sur des milliardaires, multimilliardaires, 80-90%, et puis sur des personnes qui ont 100 millions, 10 millions, 50-60%. Enfin, l'idée, c'est d'avoir une espèce de réforme agraire permanente, mais qui s'applique pas simplement à la propriété des terres, et qui permette de faire tourner la propriété avec le financement dans le livre, je propose un héritage pour tous à 25 ans, qui serait égal, dans l'exemple que je donne, à 60% du patrimoine moyen. Donc ce serait en France actuellement 120 000 euros pour tous, et le patrimoine moyen par adulte actuellement en France c'est 200 000 euros. Le médian est plutôt à 100 000 euros, parce que la moyenne est tirée vers le haut par des gens tout en haut, mais la médiane est à 100 000. Donc vous avez la moitié de la population qui ne possède rien, qui possède 20 000, 10 000, 5 000, 30 000, enfin qui est en dessous de 100 000, et où la moyenne est plutôt entre 20 et 30 000 sur ceux qui sont de la moitié du bas, qui possèdent moins de 100 000. Certains sont sur le point d'accéder à la propriété, mais ils sont très endettés, ils finiront mais bon, voilà, la propriété est très concentrée. Les 50% les plus pauvres en propriété en France possèdent au total à peine 6% du total des propriétés. Bon, au 19e siècle, c'était 2%, mais enfin, c'est quand même un progrès limité pour 50% de la population. Les 1% les plus riches possèdent presque 30% de la propriété totale, donc 5 fois plus que les 50% les plus pauvres, alors même qu'ils sont 50 fois moins nombreux. Donc on a un niveau de concentration de la propriété qui reste considérable et qui est une des grandes limites des sociétés social-démocrates au XXe siècle, qui ont réussi des choses par rapport à d'autres modèles sociaux, mais qui ont eu aussi des limites considérables, en particulier dans leur réflexion sur la propriété, sur la répartition du pouvoir impliqué par la propriété et sur la circulation du pouvoir et de la propriété. Je conclus, je précise que cette proposition, alors j'ai eu des réactions étonnantes, des organes de presse se présentant comme libéraux, disant mais quand même c'est 120 000 euros pour tous ces enfants de classe populaire et de classe moyenne, est-ce que ça ne va pas diminuer leurs incitations au travail, est-ce qu'ils vont pas se retrouver à en faire n'importe quoi, etc. J'ai vraiment des réactions étonnantes, qui illustraient d'ailleurs la force de certains schémas idéologiques que je décris dans le livre. Et évidemment venant de personnes qui par contre ne se posent aucune question quand certains héritent de millions, de dizaines de millions d'euros. Là il n'y a pas du tout besoin de contrôler quoi que ce soit de ce qu'ils vont faire, ça va forcément être des choix extrêmement réfléchis, comme chacun sait. Donc là il y a quelque chose, il y a une forme de libéralisme qui en fait est un libéralisme élitiste, autoritaire, et qui s'intéresse à la liberté d'une petite minorité et non pas à la liberté de tous. Ce qui est proposé là dans le livre sur l'héritage pour tous, c'est juste pour préciser les chiffres, bon, certains sont focalisés sur le fait que les milliardaires allaient payer 90%. Bon, même si vous avez 1 milliard, vous payez 90%, il vous reste quand même 100 millions, ça permet quand même de continuer à avoir des projets. Bon, il y a encore 60% d'impôts à 100 millions de projets, donc c'est vrai que vous redescendez assez vite, disons vers 10, quelques millions d'euros. L'idée c'est qu'il puisse y avoir des propriétés de quelques millions qui sont ensuite qui circulent quand même assez rapidement, mais sur des montants plus raisonnables. Ce qui est proposé là est loin d'être excessif. C'est-à-dire, juste pour donner un exemple, quelqu'un qui dans le barème que je propose là, quelqu'un qui s'apprêtait à hériter d'1 million d'euros, après l'impôt successoral payé dans le système et après la dotation en capital pour tout le monde de 120 000 euros, se retrouverait quand même à hériter de 620 000. Alors celui qui s'apprêtait à hériter de 0 hériterait de 120 000. Bon, si vous voulez mon avis, on pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Hein. C'est tout ce qu'il y a de plus modéré. Ça laisse une énorme disparité
dans les héritages, entre 120 000 et 620 000, qui, à mon sens, ne se justifie pas vraiment. Donc c'est une proposition qui ne se veut absolument pas une proposition finale, mais qui permettrait néanmoins de faire une assez grosse différence dans la circulation de la propriété et donc du pouvoir par rapport au système actuel. Donc voilà, rapidement résumé les propositions qui sont détaillées dans le dernier chapitre, le chapitre 17 de mon livre. Donc voilà, beaucoup de points communs avec les pistes que tu explores dans ton livre, mais aussi des différences assumées dans le sens où il y a, je propose un horizon dans lequel la petite propriété privée continue de jouer un rôle significatif. Merci Thomas. Donc on peut effectivement commencer à essayer de dépasser la propriété, à la fois la question de la propriété sociale des entreprises, donc des formes qui ne soient pas associées à la propriété du capital, et à travers des formes de propriété temporaire. Donc ça passe à la fois par une cogestion plus poussée et la mise en place de mesures fiscales, en particulier dans le domaine à la fois des droits de succession, de l'impôt sur le revenu, mais aussi d'un impôt progressif sur le capital. Chez votre pensée, à chaque fois il y a des salariés qui sont plus investis dans l'entreprise. Et le problème, c'est que je voulais vous demander, en fait, si vous pensiez aux conditions de possibilité d'une telle réforme de la propriété, parce que le problème, c'est que vous avez parlé des systèmes nordiques, enfin des pays nordiques. Le problème, c'est que comparé aux pays nordiques, il y a des différences culturelles, il y a des différences dans les fonds de syndicalisation, et il y a un problème qu'on ne pense pas, c'est les problèmes de passage au pouvoir, etc. Enfin, il y a des gens qui peut-être ne participeront pas au conseil d'entreprise et qui, du coup, en fait, il y aura peut-être des gens qui ne s'investiront pas assez. Ce que je veux dire, c'est pas forcément qu'en France, les gens ne s'investiront pas, mais qu'il faut peut-être penser les conditions de possibilité d'une telle réforme de la propriété. Du coup, je voulais vous demander si un tel système était généralisable aujourd'hui, et sinon, comment faire en sorte que les conditions de possibilité soient réunies effectivement. Ok, on va peut-être démarrer par ça, c'est une bonne question. Donc, est-ce que ça marche votre truc en dehors des Scandinaves et des Germaniques? Alors, il est certain que toutes ces questions demandent une appropriation très forte à la base par les salariés, par des structures, des organisations collectives, par des syndicats. Bon, il y a quand même une demande en France de participation de la part des salariés. Certaines organisations syndicales demandent depuis de longue date l'extension à la France de ces mesures de cogestion germanique nordique. Mais vous avez raison qu'après, ce qui déterminera le succès de tout ça, c'est l'appropriation collective. Moi, je pense quand même dans la possibilité de changements sociaux, politiques, institutionnels suite à des appropriations qui peuvent se produire plus rapidement qu'on veut. Et sur les facteurs culturels, je voudrais juste raconter une anecdote quand même. C'est que c'est vrai que sur la Suède, on aime bien aujourd'hui se représenter la Suède comme éternellement et culturellement égalitaire. Voilà, et en disant même parfois, oh là là, n'essayons surtout pas de leur ressembler, ils sont tellement excessifs. Vous vous souvenez quand il y a les histoires de Omar, de l'ex-président de l'Assemblée nationale, on disait quand même, on va pas devenir comme des Suédois, là, à contrôler la moindre achat de carte bleue, etc. Soyons, voilà, on ne peut pas être égalitaire comme des Suédois, comme un truc péjoratif, comme si les Suédois, voilà, étaient de toute éternité excessifs dans leur nation égalitaire. En vérité, si on regarde la façon dont ça s'est mis en place en Suède, ce système de cogestion et ce système de social-démocrate, ça s'est fait de façon extrêmement rapide en venant d'une société qui était en fait extrêmement inégalitaire. Moi, c'est une histoire que je raconte dans le livre qui est vraiment assez frappante. C'est-à-dire que la Suède, entre 1865 et 1911, donc très tardivement, est une société hyper censitaire qui va beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus sophistiquée d'une certaine façon que les sociétés françaises et britanniques du 19e siècle dans leur organisation de la logique censitaire. Donc la logique censitaire en France entre 1815 et 1848, donc là c'est quand même bien avant 1911 en Suède, c'est assez simple, c'est en gros les 1% qui payent le plus d'impôts, donc mettons les contribuables ISF aujourd'hui, sont les seuls qui ont le droit de vote. Puis vous avez une petite sophistication qui est que pour être éligible, ça correspond à peu près aux 0,1% les plus riches. Et puis à un petit moment, on invente aussi le double droit de vote pour les gens
qui sont dans le top 0,1%. Il y a une petite subtilité, mais on s'arrête là. En France ou en Suède? Là, en France. En France, entre 1815 et 1848. Ça se finit en 1848, et puis il y a le suffrage universel qui reprend à partir de 1871, et on ne recommence pas ce genre d'histoire. Les Suédois, eux, inventent entre 1865 et 1911, enfin les Suédois, les élites suédoises contrôlant le système, inventent entre 1865 et 1911 un système censitaire incroyablement sophistiqué, consistant à dire, voilà, en gros, il n'y a que les top 20% qui ont le droit de vote, mais à l'intérieur des 20% qui payent le plus d'impôts, vous avez une graduation du nombre de droits de vote qui va de 1 à 100 droits de vote quand vous êtes ceux qui payent le plus d'impôts. De 1 à 100, ça va quand même chercher assez loin. Et même pour les élections municipales, vous n'avez pas de plafond. Ce qui fait que vous avez plusieurs dizaines de municipalités en Suède jusqu'en 1911 où un seul électeur a plus de la moitié des droits de vote de façon parfaitement légale. Et vous êtes un dictateur à la légitimité démocratique impeccable et incontestable. Et même les entreprises capitalistes ont le droit de vote dans les élections municipales en proportion des actifs mobilisés dans la commune. Donc on voit que c'est un degré de sacralisation de la propriété incroyable. Et si quelqu'un avait dit en 1910 en Suède, voilà, vous êtes un pays éternellement égalitaire et vous allez devenir la Suède social-démocrate, les gens auraient rigolé. Et alors simplement, ce qui s'est passé, c'est que pour le coup, il y a eu une mobilisation sociale extrêmement forte dans un pays qui était très éduqué pour l'époque, pour le coup, avec une classe ouvrière qui a sans doute trouvé que les propriétaires avaient poussé le bouchon un peu loin, et il y a eu une mobilisation syndicale, social-démocrate, qui a conduit à imposer non seulement le suffrage universel en 1911, et dans les années 20, mais à prendre le pouvoir. Donc le Parti social-démocrate, qui était vraiment le parti de la classe ouvrière suédoise, a pris le pouvoir en 1932 et l'a exercé presque continuellement jusqu'à la crise bancaire de 1990-92. Alors depuis, les sociodémocrates suédois sont partis dans une autre trajectoire, parce que aussi ils ont eu très peur de la crise bancaire, des marchés financiers internationaux. Ils se sont mis dans une trajectoire beaucoup moins audacieuse que ce qu'ils avaient eu dans le passé, mais bon, c'est une autre histoire. Toujours est-il que très rapidement, à partir de leur prise de pouvoir en 1932, ils ont pris le contrôle de la machine étatique au service d'un projet politique complètement différent. C'est-à-dire qu'ils ont pris le contrôle d'un système qui enregistrait les propriétés, les patrimoines pour distribuer des droits de vote en proportion des propriétés et des patrimoines. Et là, ils se sont mis à utiliser le même système d'enregistrement pour faire payer des impôts très progressifs et pour financer l'assurance santé publique, des droits de vote pour les salaires présents des salariés. Donc c'est pour dire que les théories culturelles, disons, de l'égalité ou de l'inégalité ne fonctionnent pas, et que c'est plutôt des mobilisations politiques et historiques qui, en très peu de temps, transforment les choses. Et ça, je raconte d'autres exemples dans le livre, et je pense que c'est très important, parce que dans toutes les époques où les groupes dominants ont tendance à essayer de naturaliser les inégalités, et à les décrire comme intangibles, indépassables, etc. Et en fait, toute l'histoire est faite de ces retournements suite à des mobilisations sociales et politiques. Je ferai d'abord une remarque liminaire sur l'autogestion, la cogestion allemande, pardon. La cogestion allemande, c'est certainement celle qui va le plus loin, avec une parité 50-50, voire prépondérante des propriétaires quand même, mais c'est quand même l'Allemagne qui a été le pays de l'austérité pendant des années, c'est quand même le pays des jobs à 1 euro. Donc je dirais qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas. Mais effectivement, il faut aller au-delà, ça je suis d'accord, et on a cité le cas de la Suède, et c'est très intéressant la Suède. Parce qu'on parlait du Parti social-démocrate qui a un cours différent à partir des années 90. En réalité, il prend un tournant très intéressant dans les années 70. Et il y a le fameux plan Meitner. Meitner est un économiste, un des deux économistes du syndicat unique, enfin principal suédois, LO, qui est l'équivalent du DGB allemand, pour faire court. Et Meitner élabore au début des années 70 un plan dans lequel, petit à petit, une part des profits sera réinvestie dans un fonds salarial qui deviendra de plus en plus majoritaire dans l'entreprise. Bon. Et au final, les actionnaires seront minoritaires. C'est clairement un plan de transformation sociale. C'est adopté par le syndicat LO et c'est refusé par le Parti social-démocrate suédois. C'est-à-dire qu'en fait, le Parti social-démocrate suédois sent que le moment n'est pas venu de faire ça, qu'on ne peut plus le faire. Je pense très sincèrement que ce plan aurait été intéressant dans les années 30, les années où on part de très très bas, parce qu'il y a une croissance absolument fantastique, et je crois qu'encore une fois, on se bute à cette question de croissance, sur ces espèces de transitions douces. Ça me fait aussi penser par exemple à la NEP de la révolution soviétique. La guerre civile s'arrête, Lénine dit on va rentrer dans une nouvelle politique, dans laquelle on va faire appel aux capitaux extérieurs. Et on a des capitaux américains qui s'investissent en Union soviétique en sachant
que le pays est gouverné par des communistes et donc au final ils perdront. Pourquoi? Parce qu'il y a une perspective de croissance qui permet de faire ce jeu-là et de récupérer. En 70, on n'est plus du tout dans ce cas de figure. On est dans un cas de figure où la croissance se ralentit. Et donc l'idée de dire qu'on va être actionnaire minoritaire, c'est une idée qui est insupportable pour les propriétaires. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à croire à cette possibilité de cogestion étendue dans laquelle progressivement les salariés vont être majoritaires dans l'entreprise. Si les salariés sont minoritaires au départ, si on leur fait une politique sociale et écologique, je dirais, raisonnable, sérieuse, il va y avoir une dévalorisation de leur entreprise. Il va y avoir une augmentation de la prime de risque. Ils vont, je dirais, se mettre à faire une espèce de grève des investissements, traîner les pieds pour renouveler les investissements. Et là, ils sont au pouvoir. Au moment où ils ne sont plus au pouvoir, parce qu'on est majoritaire, la question qui se pose, c'est à quoi ils servent? On va leur servir des dividendes encore? Oui, non, parce que c'est ça qui les intéresse, il n'y a pas d'autre chose. Je fais une très grande différence, alors je ne l'ai pas marqué dans mon livre, hein, mais entre le propriétaire travaillant dans l'entreprise et l'actionnaire extérieur. Hein. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, je fais une différence là-dessus. Mais l'actionnaire extérieur, lui, il n'apporte rien à l'entreprise. Or, les actionnaires minoritaires, à quoi ils servent? Ils peuvent servir s'il y a besoin de refinancer l'entreprise, faire appel au capital. On ne peut pas leur avoir donné un grand coup de poing, puis leur dire, hey, les gars, remettez de l'argent maintenant. C'est quelque chose qui ne fonctionnera pas, je crois. Je crois que c'est un petit peu ça le problème. Donc s'il y a des actionnaires minoritaires, je ne vois pas l'intérêt. Et encore une fois, je pense que pour avoir un programme, une alternative, je dirais, cohérente, ensemble, je crois que la question de l'outil de financement est quelque chose qui est essentiel. Comment faire pour permettre de financer l'ensemble des actifs d'une entreprise dans laquelle ce sont des salariés, des travailleurs qui la dirigent, par un système financier socialisé. Comment remplacer les actionnaires? Ce sont ces éléments-là que j'aborde dans mon livre sur le fonds socialisé d'investissement, dans lequel une part, par exemple, des investissements sont déterminés par une délibération citoyenne sur des objectifs prioritaires pour la société, transition écologique et autres, et puis aussi d'autre part qui sont dédiés à des interventions de type capital risque, de type innovation, etc., qui en général sont prises en charge par du capital risque, des fondateurs, des développements. Et je ne suis absolument pas opposé, pour finir la boucle, mais c'est vrai que ça n'est pas mis dans le truc, sur la personne qui met de l'argent dans son entreprise et qui y travaille. Ça, c'est quelque chose. Je crois que ta proposition, d'ailleurs, me fait penser à une proposition d'un certain Emmanuel Bequès dans Voyage en Misarchie, je ne sais pas si tu as lu ce livre, où effectivement il parle de cette société dans laquelle le fondateur met de l'argent, et puis petit à petit il va devenir minoritaire. Alors ça, je pense que cette transition est essentielle, est intéressante, parce que ce propriétaire, eh ben, c'est avant toute chose un travailleur qui met son argent à risque. Et c'est normal qu'il en profite. Et puis c'est normal qu'à un terme, ben, l'entreprise elle devienne démocratique, elle soit en transition. Et cette transition-là, j'y crois. Oui, si vous me permettez juste de sortir un instant du rôle de simplement animateur, mais c'est vrai que j'ai un passé d'ingénieur, j'ai travaillé en Allemagne en particulier, et sur ces questions-là, j'ai quelques idées un peu arrêtées. Tout d'abord pour dire qu'un des arguments qui est utilisé en France, c'est de dire, vous vous rendez compte, la CGT Sud, dans des conseils d'administration, c'est des gens pas raisonnables, on ne pourra jamais faire quelque chose. Ce que je peux vous dire, c'est que l'IG Metall en Allemagne, c'est des gens qui sont certainement plus proches de la CGT culturellement que de la CFDT, hein, ou de FO dans le temps. C'est des gens très durs en affaires, en négociation, etc. Quand il y a des grèves, c'est des grèves très dures. Ils bloquent pendant plusieurs semaines toute l'industrie. C'est des gens qui rigolent pas du tout. C'est simplement les institutions qui font que ces gens-là se montrent raisonnables quand il y a des décisions difficiles à prendre dans ce contexte-là, parce qu'ils savent très bien que c'est eux qui seront tenus comme responsables s'ils disent non à tout et qu'on ne ferme rien, on licencie personne, etc., et que la boîte se casse la figure 3 ou 4 ans après, les travailleurs se retourneront contre eux en leur disant tu te rends compte de ce que tu as fait quand tu as voté l'autre fois. Donc je crois que les institutions ont un poids énorme là-dessus, que si on mettait en place le même genre d'institutions qu'en Allemagne, en France, les gens qui paraissent aujourd'hui les plus révolutionnaires, les plus durs, etc., ils seraient très raisonnables dans la manière d'aborder les choses. Simplement en Allemagne, ça ne porte pas simplement sur le conseil d'administration, hein. Il y a un autre truc qui est très important, c'est le conseil d'entreprise. La grosse différence en Allemagne, c'est que le conseil d'entreprise
Et il n'est pas consulté pour avis ou pour information. Il a un droit de veto sur la plupart des décisions managériales importantes. Hein. Donc un patron ne peut pas installer des nouvelles machines sans l'accord du conseil d'entreprise, il ne peut pas embaucher des intérimaires sans l'accord du conseil d'entreprise, il ne peut pas faire une équipe de nuit sans l'accord du conseil d'entreprise, etc., etc. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'un patron allemand, il passe beaucoup plus de temps à discuter avec ses représentants des salariés qu'avec les représentants des actionnaires. Et donc sur ce plan-là, je pense que ça, tout ça est très efficace. Et la raison principale pour laquelle on ne le met pas en place en France, c'est assez simple. C'est que les énarques de gauche, ils veulent pouvoir diriger les entreprises comme les patrons de droite, de manière tout à fait autoritaire, féodale, monarchique, etc. C'est pour ça que ça n'est jamais passé dans un programme de gauche quand il y a eu l'occasion de le faire. Juste un dernier mot. C'est gentil ces affaires de cogestion, mais ça peut poser des problèmes vis-à-vis du reste de la société. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui vous a peut-être pas frappé, mais le scandale Volkswagen, c'est un des seuls, donc sur le Dieselgate, c'est, je pense, un des seuls scandales de ce type qui existe au monde, qui ne résulte pas du fait qu'il y ait eu un lanceur d'alerte interne qui ait vendu le morceau à un moment ou à un autre. C'est pas des gens de Volkswagen qui ont vendu la mèche, c'est vraiment un institut extérieur qui a découvert qu'il y avait un problème sur les voitures Volkswagen. Donc ça, c'est quand même très fort, c'est-à-dire qu'il peut y avoir dans ce contexte-là une entente entre... Oui, mais qui n'a rien à voir avec ça. Il peut y avoir dans un contexte comme ça une entente entre les patrons et les salariés sur le dos du reste de la société. Donc ça pose le problème que soulevait Benoît Boris tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas simplement une affaire à régler à l'intérieur de l'entreprise, il y a aussi la question des usagers, etc. et de leur rapport. Et Guillaume, sur ce point-là précis, en l'occurrence, on sait que les représentants des salariés à Volkswagen connaissaient la teneur de tout ça Non, ce qu'il y a, c'est que personne n'a vendu le morceau. Non, d'accord, mais je voudrais. C'est quand même enfin, moi, en l'occurrence, je ne sais pas l'information, mais c'est quand même intéressant de savoir si est-ce que c'est les actionnaires ou les dirigeants qui ont réussi à masquer cette information aux instances salariées, représentants des salariés, ou est-ce que c'est les représentants des salariés, ou certains d'entre eux étaient au courant de tout ça. C'est quand même important en tout cas, de savoir. Il y avait des dizaines de salariés dans l'entreprise qui savaient ce qu'ils avaient fait et qui se sont mis, enfin, qui étaient d'accord pour ne pas en parler. Merci à tous pour ces échanges vraiment passionnants. Donc c'est Paul, je suis un militant en éducation populaire au sein d'Émancipation Collective. Donc quand on parle de dépassement de la propriété, de partage des richesses, ce n'est envisageable que si nous avons une majorité de personnes en accord et qui se mobilisent pour ce changement social. Donc pour cela, il faut convaincre autour de nous. Donc il y a une réflexion qui m'est venue par rapport à ce que vous avez évoqué tous les deux. Quelle que soit la solution qu'on choisit, en fait, faut déjà permettre aux gens de choisir. Donc à partir de là, nous faisons notamment de l'éducation populaire au sein d'Émancipation Collective, et pour parler de partage des richesses, on a repris une idée de l'économiste Pierre Concialdi, qui propose de partir des besoins des gens et d'organiser ce partage à partir de budgets de référence pour permettre à tous de vivre décemment. Donc cela permet de convaincre plus facilement les personnes de la légitimité du dépassement de la propriété. Et donc ce que je voudrais savoir de votre part, c'est quelles actions d'éducation populaire vous pensez justement pour mener justement pour parler aux gens en dehors de cette salle et pour rendre effectif ce changement social que vous prenez. Alors, il y a peut-être la question de l'éducation populaire. Ok, on va prendre plusieurs questions. Bonsoir, je m'appelle Stéphane, je reviens de la manifestation pour la réforme des retraites, où j'ai pu profiter des largesses de la classe dominante, indirecte dans la distribution de gaz lacrymogène. Voilà, donc c'était fort agréable. Merci déjà pour les outils intellectuels que vous produisez, qui nous aident beaucoup à réfléchir au monde dans lequel on est. Au-delà de ça, je voulais vous demander comment est-ce que vous envisagez, et Thomas, c'est la question, je crois que Alain Badiou avait formulé dans votre dernier débat, et vous n'avez peut-être pas eu le temps d'élaborer complètement, et qui va dans le même sens, comment est-ce qu'on peut
envisager la structuration des rapports de force qui sont réels entre la classe dominante et puis le reste de la société, pour permettre dans un premier temps la mise en place des propositions que vous faites, et surtout dans un second temps leur pérennité, de manière à ce qu'elles ne soient pas réversées, enfin, qu'elles ne soient pas changées par un prochain gouvernement. Ok, alors on va continuer. Bonjour, moi c'est Olivier Loy, je suis professeur de sciences économiques et sociales. J'avais une question qui se dirigeait plutôt pour Benoît Boritz. Dans votre livre, vous évoquez donc en fait une refonte complète de l'économie autour de la notion de commun. Et je me demandais, est-ce que vous pouvez revenir peut-être à partir d'exemples concrets sur comment une économie organisée autour des communs pourrait permettre de sortir de la propriété, de l'abolir, en précisant peut-être la différence que vous faites dans le sens de commun avec le sens classique qu'il a en économie mainstream. Et une question un peu dans le prolongement, si j'ai bien compris ce que vous racontiez dans votre livre, vous prônez finalement une sorte de démocratisation radicale de l'économie autour des communs. Et ma question c'est comment vous envisagez le fait que ce soit viable d'un point de vue économique, qu'il puisse y avoir un bouclage macroéconomique, puisque en fait moi dans mes études on m'a toujours présenté un peu deux modèles économiques possibles, d'un côté l'économie de marché, de l'autre côté le plan, éventuellement des versions un peu mixtes de tout ça, mais jamais le modèle que vous proposez. D'où la question de la viabilité économique. Bien. Vas-y. Est-ce que de toute façon on va... Oui, je suis inspecteur retraité, mais pas d'économie, mais par contre je suis de près les affaires automobiles. Et moi je suis très surpris et j'ai besoin de vos éclairages concernant effectivement l'aveuglement total de Volkswagen. C'est pas simplement d'avoir trompé les autorités européennes, ça c'est facile, les autres l'ont fait. Mais c'est de concevoir un moteur diesel pour les États-Unis, dans un pays qui ne marche pas au diesel, et le concevoir en étant en dehors des clous concernant la réglementation américaine. Et, d'après ce que j'ai compris de l'enquête, les ingénieurs étaient obligés de travailler sur ce projet gigantesque avec un investissement énorme, et n'ont pas osé apparemment remonter suffisamment haut dans la hiérarchie pour dire on va dans le fossé. Donc ça m'interroge beaucoup concernant le capitalisme allemand. D'autre part, si Bayer m'avait demandé mon avis, j'aurais dit rachetez pas Monsantos. Vous vous rendez compte comment un capitaliste peut mettre par terre son entreprise en achetant une entreprise comme Monsanto, qui est, d'accord, il y a des brevets, mais enfin qui n'a aucun avenir à part les poursuites judiciaires. Donc je m'interroge quand même, il y a un problème par rapport au capitalisme allemand, tout de même. Cette espèce d'aveuglement, je ne le comprends pas. Ok, dernière. Oui, Yvan Rasseter, donc de la COP des communs, dans le prolongement de la question sur les communs. Donc je voudrais votre point de vue à tous les deux, justement, de savoir si les communs peuvent effectivement dépasser le cadre de l'entreprise sociale et solidaire gentillette et avoir une importance beaucoup plus grande, voire jouer un rôle majoritaire par rapport aux entreprises privées classiques. Ok. On va peut-être prendre quelqu'un au fond parce que là il y a de la discrimination. Oui, bonjour à tous. Jean-Yves Mas, professeur de SES. J'ai juste une question sur l'idée des 120 000 euros là, d'héritage commun pour tous. Comment vous articuleriez ça? Quel est l'intérêt ou l'avantage par rapport à un salaire d'existence? Est-ce qu'il faudrait choisir entre les deux? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui... Parce que le risque, moi il me semble en tout cas que le risque c'est pas un petit côté libéral en ce sens où on vous dit bon ben voilà on vous donne 120 000 euros puis après c'est la méritocratie, c'est les talents et puis si les 120 000 euros vous les perdez, bah, tant pis pour vous, vous n'avez plus rien après et puis voilà. Alors qu'avec le salaire d'existence on a toujours cette possibilité quand même si vous voulez d'un revenu régulier. Voilà, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu après c'est bien sûr intéressant. Ok, donc on va s'arrêter.
Non, il y a encore quelqu'un. Bonjour, Monique Abellard. Sur cette question des 120 000 euros, Atkinson avait proposé également cette forme, mais avec un montant moindre et plutôt dirigé vers la formation. Donc, est-ce que il était libéral? Est-ce qu'il n'envisageait pas, de ce point de vue-là, des risques? Et je rejoins la question de Jean-Yves Mas sur les alternatives à ce projet, pouvoir assurer en fait un revenu permanent, en fait, minimal à tous. Ok. Il y a encore... Allez, une demande et puis après on marche. Oui, bonsoir. Sébastien Ingrutus, donc je m'intéresse beaucoup à l'économie. J'aurais aimé vous poser une question sur la baisse tendancielle des taux de profit au regard de notre actualité. Et notamment, ces dernières années, il y a eu des injections massives de liquidités des banques centrales qui ne se sont pas répercutées dans la production. Et puis, une autre question concernant les taux négatifs. Quelle relation, en fait, vous faites entre justement cette baisse tendancielle des taux de profit et les taux négatifs qui... Quelle est la place, par exemple, du marché dans les systèmes que vous imaginez? Est-ce qu'il y a encore une place pour ce machin-là, ou est-ce que c'est une forme d'économie planifiée où il n'y a plus de marché d'esprit, etc. Quel rapport de force, est-ce que c'est possible dans le rapport de force qu'il y a aujourd'hui? Est-ce que ce ne sera pas de toute façon mis en cause, même si on avance dans ce sens-là, demain? Si on peut préciser cette question des communs, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a de spécifique? Qu'est-ce que ça permet en particulier d'aller au-delà de l'ESS gentillette classique? Plusieurs questions donc autour de l'héritage pour tous, donc à la fois des questions de niveau, d'affectation de cet argent éventuellement, et l'articulation avec d'autres propositions de type revenu de base. Voilà. Puis par rapport au modèle allemand, la cogestion, etc., est-ce que ça ne conduit pas quand même à faire des grosses conneries du type Bayer Monsanto? Est-ce que c'est vraiment plus performant? J'espère que j'ai rien oublié d'important. Commencez demain Oui. On va faire. Oui, alors, sur la question de l'éducation populaire, le point qui me paraît aujourd'hui le plus important et fondamental, c'est de donner, entre guillemets, les clés de l'entreprise à l'ensemble des citoyennes et citoyens, et notamment des salariés. En termes de compréhension, bien entendu, avant qu'ils aient les clés réelles, ça c'est une autre chose, mais en termes de compréhension, savoir comment ça fonctionne, et pas du tout dans l'optique, je dirais, association française des entreprises privées, pas du tout dans cet esprit-là, mais comment ça fonctionne pratiquement. Et je pense je prends un exemple, alors qu'on voit une reprise d'entreprise par les salariés en scope, il y a toujours une période de formation de 1 mois qui permet effectivement de rentrer dessus et de s'interroger. Et je pense que ça serait intéressant. Et si, là j'émets un vœu pieux, mais peut-être que si on y réfléchit, l'aboutissement du combat syndical, c'est celui de diriger l'entreprise. C'est qu'à la fin, il n'y ait plus d'actionnaires et qu'on dirige. Je crois que ça, c'est important, l'entreprise au sens noble du terme, évidemment pas au sens société de capitaux. Sur la question des communs, biens communs, etc. Mon livre a été préfacé par Pierre Dardot pour annoncer la couleur. Donc Pierre Dardot, auteur de Commun, Essai sur la Révolution au XXIe siècle, qui a une approche du commun un petit peu différente de celle d'Elinor Ostrom, qui la prolonge, qui s'en insère et qui la prolonge, dans lequel il dit, finalement, les batailles de l'altermondialisme ont été des batailles essentiellement du droit d'usage contre le droit du propriétaire d'aliéner le bien, de gérer le bien, etc. Et il dit, ce qui fait le commun, c'est cette volonté des utilisateurs de s'auto-organiser pour gérer une ressource et de la gérer de façon démocratique.
Je l'ai appliqué dans le domaine de l'entreprise. C'est dans ce domaine-là que je parle d'économie des communs. Et effectivement, à la fin de mon livre, je parle bien de l'économie d'une addition de commun, ou l'économie d'une entreprise qui serait devenue en commun. Non, c'est bien un système que je brosse, dans lequel les entreprises deviennent des communs, à ce sens bien particulier, gérés par les travailleuses et travailleurs et orientés, et j'insiste beaucoup là-dessus, sur l'importance des usagers. Et effectivement, quand on parle de Volkswagen, quand on parle de tout ça, cette place-là est très importante quand on est. Et d'autres communs qui finalement de nature ne sont pas si différents de ça. Des communs de financement, je parle du fonds socialisé d'investissement, des communs de socialisation des revenus, dans lequel, qui sont un petit peu nos sécurités sociales aujourd'hui, sauf que ce sont des sécurités sociales gérées par les citoyennes et citoyens en collaboration avec les travailleurs de ces organismes. Et en fait, cette économie des communs, c'est une économie dans laquelle les droits de propriété en tant que tels peuvent disparaître, je dis bien peuvent disparaître, et après tout l'aspect juridique à monter, je ne suis pas juriste, soyons clairs, mais peuvent disparaître et rentrer au profit d'une articulation de commun. Et en termes de projet politique, alors je vais le relier avec une question de politique. Je crois que le grand problème que nous avons aujourd'hui à gauche, d'une façon générale, c'est gérer la divergence. Nous avons des divergences. Et puis c'est normal. Je ne vois pas comment on ne pourrait pas ne pas avoir de divergence sur toute une série de sujets. Prenons par exemple la question de, je ne sais pas, la façon dont on veut répartir le revenu entre nous. Il y en a qui sont pour le revenu universel, d'autres contre, d'autres qui sont pour des grades, etc. Ce sont des débats démocratiques. Tous ces débats ont leur place. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces débats ne servent strictement à rien si on n'est pas dans une économie des communs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dépassé ça, qu'on a des communs de socialisation des revenus, enfin on peut avoir ce débat et savoir vers quel type de société on va s'orienter sur ce type de sujet. Sur la question de l'articulation plan-marché, dans mon livre, j'ai bien, il est en deux parties, hein, en gros. Il y a l'existant sur 4 chapitres, et puis une espèce de perspective sur 4 autres chapitres. L'existant, j'ai bien montré, après les exemples de l'Union soviétique et de la Révolution espagnole de 1936, que la planification intégrale de l'économie est un vœu pieux. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est même pas moi qui le dis, c'est des économistes qui ont analysé le système soviétique. Donc je crois que ça c'est une espèce de chimère dont il faut s'en aller. Il n'empêche que pour nous la planification est quelque chose d'essentiel à gauche, parce que c'est l'expression démocratique de nos choix économiques qui s'appliquent. Ça veut dire qu'on n'aura jamais une planification totale. Mais on aura, et c'est je pense important, différents niveaux de planification qui vont rentrer les rapports de marché, domestiquer les rapports de marché. C'est la socialisation du revenu, par exemple. Ben, on n'est plus des sauvages avec la logique du marché qui fait que si on a le bon produit, on va récupérer tout en position... Non, ça ne fonctionne plus. C'est la même chose sur la question de l'orientation de l'économie. Le système socialisé de financement, oui, c'est une rupture par rapport à l'existant aujourd'hui où les investissements sont orientés dans la logique de la valorisation du capital. Là où j'ai une opportunité, allez, on y va, on investit, et on s'en fout de savoir si c'est bon ou pas pour la planète. Dans cette logique du GSM, il y a un véritable débat qui est posé, vers quoi on va. Donc c'est un degré de financement. Ça ne veut pas dire que la planification va dire oui, non à tel investissement. Le rôle des banques socialisées est essentiel dans les appréciations des projets d'investissement. Projet d'investissement, c'est complètement, je dirais, c'est subjectif. On croit à un investissement, on n'y croit pas et on peut se tromper, c'est le futur qui nous le dira. Mais par contre, on peut faire des enveloppes qui nous permettent effectivement d'orienter l'économie dans le sens où nous voulons aller. Et aussi, je dirais, cette articulation travailleur-usager qui, quand on remonte la chaîne de production, est aussi ce que j'ai appelé, en rigolant, j'ai repris un oxymore d'un autre auteur, qui est la planification spontanée, que je trouve assez mignon, et c'est quelque chose... Donc voilà un petit peu cette articulation plan-marché. La baisse tendancielle du taux de profit. Alors ça, baisse tendancielle du taux de profit, c'est livre 3 du Capital. Livre 3, c'est pas tout à fait fini, hein, c'est un ensemble de notes, hein, vous le savez, donc il y a un chapitre composé là-dessus, dans lequel il revient dans tous les sens, et dit au final, il y aurait effectivement une baisse tendancielle du taux de profit. C'est sur le fond absolument pas absurde si les opportunités d'investissement diminuent, si on n'en voit pas. Effectivement, c'est une logique. Le relier avec le taux d'intérêt négatif. Alors ça, c'est une grande question que je me pose, hein, je ne le gage pas. En ce moment, je travaille sur cette question du taux d'intérêt négatif, parce que quand on regarde, c'est quelque chose de très neuf.
C'est-à-dire qu'on voit grosso modo le taux d'intérêt, si on se réfère à ton livre, Le Capital au XXIe siècle, non, oui c'est ça, Le Capital au XXIe siècle, tu nous parles du XIXe siècle et de l'équivalence à 5% entre le patrimoine et le revenu, et qui reste stable durant tout le XIXe siècle. On rentre au XXe siècle où on a de l'inflation, et alors là c'est un petit peu très très compliqué, aléatoire. On a des taux d'intérêt réels négatifs dans la période des années 70, hein, c'est tout à fait vrai. Et par contre, aujourd'hui, on est dans des taux d'intérêt nominaux négatifs. Et ça, c'est les 10 dernières années. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est à partir de 2010 qu'on voit la Banque Centrale Européenne, surtout, s'engager dans une politique de baisse de taux, de rachat de politiques non conventionnelles, hein, comme on appelle, où ils rachètent des obligations long terme à 10 ans, et ça fait baisser les taux à long terme. Aujourd'hui, l'État allemand emprunte en négatif. Plusieurs remarques à ça. La première, on peut se dire que c'est un petit peu la fin d'un certain capitalisme. C'est peut-être la fin d'un capitalisme de rentier. C'est-à-dire qu'autrefois, on vivait de la rente, et aujourd'hui, le capitaliste est devenu un spéculateur. Je crois que c'est ça qui est... Enfin, le possédant, pas tellement le capitaliste, le possédant. Le possédant est devenu un spéculateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne met plus sur des obligations d'État, ça ne rapporte plus, mais il va spéculer. Et spéculer, c'est aussi bien acheter des actions, d'ailleurs, que de shorter les actions. C'est-à-dire d'être en cours sur des actions, de gagner quand l'action baisse. Donc on voit qu'on est en train de changer d'air d'une façon assez fantastique. Et quelque part, c'est la fin du capital sans risque. C'est l'argent qui perd de la valeur. Qui d'ailleurs devrait nous poser une question, nous, en termes de transformation sociale. Parce que je reste persuadé que l'argent est probablement, de notre société demain alternative, le dernier actif financier qui va rester. Ça, j'en suis persuadé. Je pense qu'il faut sortir des obligations, sortir des actions, et le seul actif qui restera, une monnaie, qui normalement ne doit pas rapporter à son détenteur, mais peut-être pas en perdre non plus. Donc il y a peut-être des cartes à jouer, des choses dans un projet alternatif. Mais une chose reste certaine par rapport au taux de profit. Si je regarde le rendement de l'actionnaire, c'est quoi? C'est l'addition du taux d'intérêt et de la prime de risque. On regarde, il y a une chute du taux d'intérêt, on pensait que ça faciliterait les investissements, mais en réalité, on est sur un niveau, je dirais, d'appréciation du risque tel que la prime de risque a bondi. Historiquement, la prime de risque, elle est entre 3 et 6% hein, sur les marchés. On voit qu'aujourd'hui, elle est largement supérieure à 8% sur ces dernières années. C'est-à-dire que ça a pris le relais. Y a-t-il donc une baisse tendancielle du taux de profit avec ça? Je vous laisse voir cette question. Peut-être que le dernier cours de bourse que nous avons réellement a fait baisser cette prime de risque. Est-ce que ça sera quelque chose de durable? Juste un mot là-dessus. Bon, concrètement, les taux de profit effectivement réalisés, en tout cas par les possédants importants, ils ne sont pas du tout en chute libre. Hein, c'est-à-dire que la part des profits dans la valeur ajoutée se porte bien et les rendements obtenus par les détenteurs de portefeuilles importants se portent très très bien. C'est-à-dire que si on regarde l'évolution d'année sur l'autre des niveaux de fortune des plus importants milliardaires de la planète, bon, visiblement, leur portefeuille n'est pas du tout investi en obligations d'État et en bons du Trésor. C'est-à-dire que ça progresse tranquillement à 7-8% par an, voire davantage. Voilà, les personnes les plus riches de la planète qui avaient 20 ou 30 milliards il y a 10 ans, on en a maintenant 100 milliards. Il y a 20 ans, c'était encore beaucoup moins de 20 ou 30 milliards. Donc on est sur des rythmes de progression qui ne ressemblent pas du tout à des rendements négatifs ou à des baisses tendancielles du taux de profit. Donc il y a une inégalité par rapport à l'accès au rendement financier et au rendement de l'épargne. Donc voilà, les petites épargnes se retrouvent effectivement avec des rendements négatifs, mais les épargnes plus importantes, les portefeuilles plus importants, accèdent à des produits financiers extrêmement sophistiqués. C'est la logique spéculatrice que tu décrivais. Et d'une certaine façon, toute la création monétaire des 10 dernières années a sans doute contribué aussi à l'émergence de bulles sur certains prix d'actifs, permettant à ceux qui en avaient les moyens de se faufiler pour aller chercher du rendement là où des portefeuilles plus modestes ne réussissaient pas à les trouver. Donc voilà, on est un peu sur cette situation-là. Alors, beaucoup de questions. La Volkswagen, les limites du capitalisme allemand. Tout à fait. Moi, je ne suis pas du tout. Je pense qu'il ne s'agit pas du tout ici de glorifier le modèle allemand ou le modèle de cogestion germanique nordique en général. C'est-à-dire, je pense qu'il y a énormément de limitations. Bon, en particulier en Allemagne, c'est clair que depuis la chute du communisme, l'intégration de l'Allemagne de l'Est dans le modèle allemand, il y a eu une tentative
disons, néo-capitaliste ou propriétariste, de tordre le cou à certains fondamentaux du modèle allemand antérieur, à imposer une vision oui, beaucoup plus favorable, disons, aux actionnaires, aux possédants. En même temps, il y a quand même des éléments encore du modèle allemand qui restent. C'est-à-dire que le modèle germanique nordique, en général, dans les conseils d'administration, la présence des salariés a permis, par exemple, de calmer un petit peu le jeu sur l'explosion des rémunérations de dirigeants, en tout cas par rapport à ce qu'on a observé dans le monde anglo-saxon. Ça a permis de calmer le jeu sur l'évolution des capitalisations boursières, c'est-à-dire qu'ils restent quand même plus modérés dans l'Europe germanique nordique que dans le capitalisme anglo-saxon. Les prix de l'immobilier aussi restent plus modérés pour d'autres, là, c'est d'autres raisons. Il y a d'autres modes de régulation, de contrôle des loyers, de logement public. De façon générale, il n'y a pas eu l'envolée des valorisations privées des actifs boursiers et immobiliers a été plus modérée en Allemagne et en Europe germanique nordique. Donc il y a des choses, voilà, il y a des choses qui continuent d'être là. Il faut, je pense, reprendre le flambeau de ce modèle, le pousser plus loin. Des pistes dont j'ai discuté tout à l'heure sur le plafonnement des droits de vote les plus importants. Enfin, donc voilà, il ne faut certainement pas idéaliser ce modèle, il faut essayer de prendre ce qui a marché, retirer ce qui n'a pas marché, aller plus loin, apprendre de ses erreurs. Sur les 120 000 euros pour tous, alors, c'est pas une idée nouvelle, c'est-à-dire que, alors Atkinson, effectivement, proposait des choses comme ça, mais avec des montants beaucoup moins importants. La différence, c'est que là, je propose de consacrer non seulement les recettes de l'impôt sur les successions, mais aussi de l'impôt annuel progressif sur la propriété, qui rapporte beaucoup plus potentiellement que l'impôt sur les successions, qui d'ailleurs, l'impôt sur la propriété, qui en France est principalement la taxe foncière, et pas l'impôt sur la fortune, mais qui est un impôt très injuste dans la façon dont il est calculé sur la propriété à taxe foncière, puisqu'avec la taxe foncière, si vous avez un appart qui vaut, une maison qui vaut 300 000 euros, vous allez payer la même taxe foncière que vous ayez un emprunt de 290 000 euros, qui fait qu'en fait votre patrimoine net est très faible, 10 000 euros, ou si vous avez aucun emprunt et un portefeuille de 3 millions d'euros, voilà, vous payez la même taxe foncière. Donc c'est un système invraisemblable qui date de la Révolution française, à un moment où on ne voulait pas redistribuer les patrimoines, et puis aussi à un moment où les actifs financiers, les dettes financières n'avaient pas l'importance qu'ils ont prise depuis 2 siècles. Sauf que ça n'a pas été réformé depuis, et donc voilà, en masse, l'impôt sur le patrimoine représente des masses très importantes. Hein. La taxe foncière, c'est plus de 40 milliards d'euros, alors que l'impôt sur la fortune, c'était 5 milliards d'euros, et on a choisi de le réduire à 1 milliard. Bon, je pense qu'on a le fait de l'augmenter et de réduire la taxe foncière. Et l'impôt progressif sur la propriété que je décris, ce sera une façon de rassembler la taxe foncière de l'impôt sur la fortune, mais de le rendre beaucoup plus progressif, ce qui conduirait à beaucoup réduire l'impôt sur ceux qui cherchent à accéder à la propriété. Donc tout ça, à terme, idéalement, pourrait permettre de financer une dotation en capital beaucoup plus importante que celle dont parlait Atkinson. Il y a une histoire de ces propositions qui commence bien avant tout ça, puisque Thomas Paine, dans les années sous la Révolution française, donc révolutionnaire anglo-américain, proposait d'utiliser un impôt successoral assez fortement progressif pour financer une dotation en capital, notamment à l'époque l'accès à la terre, à la propriété terrienne pour tous les paysans sans terre. Donc il y a une histoire de ces propositions. J'entends bien votre crainte qui est qu'il ne faut surtout pas que ce soit un solde de tout compte. C'est-à-dire que, alors moi c'est pas du tout mon approche, c'est-à-dire que moi cet héritage pour tous, c'est un élément parmi d'autres d'un État social, fiscal et écologique qui fait plein d'autres choses. Concrètement, en termes de masse, cet héritage pour tous représente à peu près 5% du revenu national. Et alors que je détaille le fonctionnement d'un État social, fiscal et écologique qui aurait 50% du revenu national ou 55% du revenu national ou plus, d'ailleurs, on n'a pas à s'interdire a priori d'aller plus loin. Et donc l'héritage pour tous, c'est une petite composante d'un ensemble qui a d'abord pour fonction de permettre l'accès aux biens fondamentaux que sont l'éducation, la santé, la retraite, le sursalaire, la socialisation des revenus et le revenu de base. Donc pour avoir votre question, est-ce que ça se remplace le revenu de base? Non, bien sûr que non. Il y a d'un côté un système de revenu de base qui est très important,
bon, après dont on peut discuter du montant. Actuellement, le revenu de base c'est 500 € et quelques par mois, ça pourrait être 600, 700, 800 €. Il faudrait surtout que le système de versement du revenu de base soit beaucoup plus automatique qu'il est actuellement, où c'est extrêmement compliqué et parfois stigmatisant de faire la demande. Il faudrait qu'il y ait un système de versement automatique sur les bulletins de salaire, sur toutes les personnes qui ont des salaires bas ou moyens, qui s'ajouteraient dans ce cas-là au salaire avec un versement automatique. Et la dotation en capital d'héritage pour tous, c'est quelque chose qui s'ajoute à tout ça. Pourquoi c'est important? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une situation où la concentration de la propriété est extrêmement forte. Et dès lors qu'on veut garder un rôle pour la propriété privée, ou en tout cas pour la propriété privée d'une ampleur limitée, et ça, je pense, pour moi, c'est très important pour construire un programme crédible de dépassement du système actuel, d'avoir ce rôle pour la propriété privée d'ampleur raisonnable. On ne peut pas continuer d'avoir une situation où 50% de la population ne possède strictement rien. Et donc, parce que avoir accès à l'éducation, avoir accès à un droit du travail, un bon salaire, tout ça, c'est très bien. Mais sauf que si vous vous retrouvez à reverser le tiers ou la moitié de votre salaire pour payer votre loyer toute votre vie, ou si vous n'avez aucun moyen permettant de développer un projet économique, de participer à un projet collectif, une structure collective, ça limite. Donc l'accès à la propriété, ça va avec la possibilité de participer à la vie économique. Accéder à un logement, ça peut aussi vous permettre de vous lancer dans des projets professionnels éventuellement un peu plus risqués que quand il faut que vous sortiez votre loyer chaque mois, qui, comme vous avez remarqué, en région parisienne, ça peut être quand même une vraie contrainte. Donc cet accès à la propriété, et puis l'imposition, le financement de cet héritage pour tous à 120 000 € par une imposition accrue, éventuellement très forte des très hauts patrimoines, c'est aussi une façon de faire baisser les prix immobiliers concrètement. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui possèdent des logements qui peuvent être vides, qui peuvent être, etc., qui vont devoir vendre une partie de tout ça, des actions aussi. Tout ça peut contribuer à faire baisser les prix immobiliers. Tant mieux, il y a d'autres personnes qui pourront racheter d'autant plus facilement. Donc il y a derrière une stratégie, un objectif de circulation de la propriété qui me semble très important et qui ne peut pas être remplacé par un revenu de base, ou qui ne peut pas être remplacé par un système d'éducation juste ou un système de santé publique. C'est-à-dire qu'on a besoin de tout ça en même temps. Il n'y a pas à choisir entre l'un ou l'autre. Et donc j'insiste beaucoup là-dessus, mais vous avez raison de poser la question, c'est que parfois ce type de proposition peut être instrumentalisé par certains comme une espèce de solde de tout compte. Voilà, maintenant que... Voilà, prends 500 € par mois et casse-toi, quoi. Bon, donc ça évidemment, c'est le cauchemar, c'est vraiment la version noire de tout ça. Donc moi, j'insiste vraiment beaucoup sur le fait que non, c'est un élément dans un ensemble qui doit être beaucoup plus ambitieux. Je n'ai sans doute pas répondu à toutes les questions. La question de l'éducation populaire, moi je m'associe tout à fait à la réponse que tu as faite sur l'importance de s'approprier les modes de fonctionnement économique et de démocratie économique. Bon, moi j'essaye de contribuer à mon niveau à la démocratisation du savoir économique, financier, historique. C'est-à-dire que je pense qu'une grande partie de notre désarroi démocratique contemporain vient d'une autonomisation excessive du savoir économique, financier, qui parfois, alors souvent c'est la faute d'économistes qui ont confisqué ce savoir et qui prétendent qu'ils ont développé une science tellement scientifique que personne d'autre qu'eux peut la comprendre, ce qui est évidemment une énorme blague, mais c'est aussi la faute de tous ceux qui les ont laissés faire. C'est-à-dire c'est la faute aussi de parfois les citoyens, les journalistes qui disent voilà, moi je suis pas économiste, j'ai pas d'opinion, et qui s'inclinent devant l'opinion, alors que voilà, ce sont pas des matières facultatives. Il faut avoir une opinion. On peut pas, ces questions d'aide publique, d'accumulation de capital, de salaire, d'impôts, sont pas des questions techniques. Et j'essaye de montrer dans le livre que c'est des questions que tout le monde doit s'approprier. C'est pas la mécanique quantique, on n'est pas en train d'essayer d'envoyer des fusées sur la Lune, c'est des choses simples. Il faut s'y plonger un petit peu, mais c'est vraiment rien de savant. Ceux qui prétendent que c'est savant ne font ça pour se garder leur expertise pour eux, mais c'est complètement faux. Donc il y a une responsabilité de tout le monde, de tous ceux qui ont laissé faire un petit groupe d'experts, de capturer cette expertise. Et je m'adresse notamment dans mes travaux à tous mes amis, collègues, chercheurs en sciences sociales, historiens, sociologues, politistes, qui parfois ont abandonné les objets économiques aux économistes, et en particulier il y avait une tradition d'histoire
économiques et sociales, d'histoire des salaires, d'histoire des patrimoines, d'histoire des prix, un peu l'école des annales, qui a un peu disparu, qui a été remplacé par des formes de recherche en histoire culturelle, politique, qui sont très importants, mais qui, je pense, doivent être menées de front avec une histoire plus sociale, économique, des revenus. Donc moi, voilà, je m'adresse parfois, j'ai pas trop d'espoir des économistes, ou en tout cas une partie d'entre eux, j'ai plus d'espoir chez des jeunes générations d'historiens, de sociologues, qui voilà, ne doivent pas abandonner ces objets économiques, et beaucoup aujourd'hui essayent d'aller dans cette direction. Dernière question, je me rends compte que je n'ai pas répondu, la question sur la coalition politique et du débat que j'ai pu avoir avec Badiou sur ces questions. Je pense que c'est important d'avoir un débat de fond sur où on veut aller. C'est-à-dire que ce serait une erreur, je pense, de dire en fait on sait où on veut aller, mais le problème, c'est qu'on a des maîtres du monde qui nous empêchent d'y aller. Non, je pense que oui, il peut y avoir des maîtres du monde et des personnes qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont une force de résistance incroyable. Mais c'est pas vrai qu'on sait où on veut aller. C'est-à-dire qu'il y a un vrai débat de fond sur quel système de propriété, quelle organisation économique alternative. Et là, je pense que c'est très important d'essayer de mettre sur la table un projet à long terme, finalement un nouveau projet socialiste, enfin moi je l'appelle dans mon livre socialisme participatif, pour insister sur le côté décentralisé du projet. À la fête de l'UMA, certains me disaient pourquoi pas communisme participatif. Bon, allons-y sur communisme participatif. J'ai tendance à penser que le mot socialisme a été un peu moins abîmé par le XXe siècle que le mot communisme, et le Parti communiste chinois me pose quand même des problèmes, mais après on peut se débrouiller, on peut inventer des autres mots. Moi je pense quand même que le mot socialisme, le mot communisme est important, et il faut réussir à développer quand même une plateforme de savoir où on veut aller. Et c'est là que je pense important d'arriver à articuler une vision de la petite propriété privée régulée par des droits très importants pour les salariés, qui deviennent d'autant plus importants que la société devient de taille importante et qui limite les droits des actionnaires, mais qui en même temps laisse cet espace à une petite propriété régulée, me semble vraiment très important, parce que sinon, si on est sur un schéma de suppression complète de la petite propriété privée, d'abord je pense que c'est pas, ça limite les possibilités de développement de projets individuels, et puis en plus ça devient une vision qui est très facile à caricaturer pour l'adversaire, et ça devient finalement un ennemi de papier, disons, pour le système économique actuel, parce que c'est tellement facile à démonter que je pense que le capitalisme peut dormir tranquille dans ce cas-là. Donc ça me paraît important de ne pas avoir peur d'assumer cette forme de régulation de la petite propriété privée, qui devient temporaire dès lors qu'elle devient trop importante. Et dans mon débat avec Badiou, bon, je ne suis pas sûr, lui, ça l'embêtait un peu quand même, la façon dont j'insistais comme ça sur la petite propriété privée. Bon, je le faisais exprès parce que je débattais avec lui, je le ferai moins avec d'autres interlocuteurs, mais je pense que c'est important d'aller quand même au fond des choses là-dessus, c'est-à-dire d'avoir une remise en cause radicale de la propriété importante, mais qui laisse des espaces à la petite propriété privée. Parce que cette peur finalement que la petite propriété vienne gangrener tout le système et devienne forcément plus grande, c'est cette peur qui fait en partie que l'Union soviétique, dans les années 20-30, finalement, a choisi d'aller vers la propriété étatique hyper centralisée, parce que la moindre carriole d'un artisan, ça apparaissait comme le début, le cheval de Troie de la grande propriété. Donc je pense qu'à un moment, c'est important d'articuler précisément là où les choses doivent s'arrêter, là où les choses... Donc je pense que cette réflexion collective, elle est importante. Après, dans des organisations collectives qui ont besoin évidemment d'être composées, de se parler, de décider collectivement sur ces questions de propriété, sur les questions d'Europe, sur les questions d'organisation de la mondialisation, il y a vraiment un besoin de choisir, de se regrouper. Parce que actuellement, c'est évidemment cette espèce de division extrême des forces politiques qui conduit à cette sinistre alternative Macron-Le Pen qu'on connaît bien.